Bonjour, nous sommes ici pour la partie 2 du chapitre 5 de Vercingétorix de Jean Marcal. Nous en étions à l'histoire de Lytavicos. Donc je reviens un peu en arrière. Lytavicos accepte de se ranger aux côtés de Vercingétorix. Or, comme les Éduins devaient envoyer à César une troupe d'auxiliaires composée de 10 000 hommes, on s'arrange pour en confier le commandement à Lytavicos, à charge pour lui de les détourner de leur destination et de les rallier au chef Arverne. Il en est fait ainsi. Arrivé non loin de Gergovie, Lytavicos réunit soudain ses troupes et joue une véritable comédie. Hein ? Qu'avais-je dit ? Où allons-nous, soldats ? Toute notre cavalerie, toute notre noblesse ont péri. Des citoyens du plus haut rang, Éporédorix et Viridomaros, accusés de trahison par les Romains, ont été mis à mort sans qu'on leur eût permis de se défendre. Apprenez le détail du drame de la bouche de ceux qui ont échappé au massacre, car moi, qui ai perdu mes frères et tous mes proches, la douleur m'empêche d'en faire le récit. César. Lytavicos fait parler des hommes à qui il a fait la leçon, ça, on n'en sait rien, et qui raconte avec des détails horribles un soi-disant massacre de cavaliers éduins. Les soldats bouleversés demandent quel parti on doit prendre. Lytavicos répond: s'agit-il de délibérer? Ne sommes-nous pas dans l'obligation d'aller à Gergovie et de nous joindre aux Arvernes? César. Il fait mettre à mort les citoyens romains qui se trouvent dans la troupe et envoie des messagers chez les Éduins pour les ameuter par la fausse nouvelle de la mort d'Éporédorix et de Viridomaros. Le premier étonné de tout cela, c'est évidemment Éporédorix. Il se précipite auprès de César pour lui apprendre ce qui s'est passé. Oh les petits, vous voulez... Attendez, hein, je donne des bonbons. Enfin, ce ne sont pas des bonbons, hein, rassurez-vous. Je vous donne des bâtonnets. Et... Non, c'est pas... C'est qui veut des... Tiens, ouais. Un petit bâton. Qui c'est qui veut des petits bâtons? Non, vous avez déjà eu les grands, vous avez déjà eu des petits bâtons. Qui c'est qui veut des petits bâtons? Hein? Non, Berle, fais pas ton gros bébé, s'il te plaît. Tu as le droit de faire ton gros bébé, mais là, tu vois bien que tu as déjà eu ton bâton. C'est bien, là. Débrouillez-vous, démerdez-vous. Le premier étonné de tout cela, c'est évidemment Éporédorix. Il se précipite auprès de César pour lui apprendre ce qui s'est passé. Le proconsul réagit vivement, se lance sur la troupe des Éduins, fait reconnaître Éporédorix et dévoile la supercherie. Lytavicos est obligé de s'enfuir en toute hâte à Gergovie, accompagné de ses clients, car selon la coutume des Gaulois, il est impie, même si la situation est sans issue, d'abandonner son patron. Et pendant que le proconsul est absent, ses troupes, assiégeant la plateforme, subissent une violente attaque de la part des Gaulois. César revient en hâte et rétablit tant bien que mal la situation. Mais la confusion la plus totale règne maintenant chez les Éduins. L'affaire Lytavicos bouleverse les consciences. C'est une avalanche de fausses et de vraies nouvelles. Ordres et contre-ordres se succèdent. Personne ne sait plus à qui se vouer. On confisque les biens de Lytavicos et on envoie des ambassadeurs à César pour protester de la bonne foi du peuple éduin. Mais en même temps, on établit des contacts avec les autres peuples. Le proconsul n'est pas dupe. Il sait aussi que sa position devient très périlleuse. Comme il s'attendait à un grand soulèvement de la Gaule, voulant éviter d'être enveloppé par tous les peuples gaulois, il songea au moyen de quitter Gergovie et de rassembler à nouveau toute son armée, afin qu'un départ qui n'était dû qu'à la crainte de la défection ne pût avoir l'air d'une fuite. Les paroles de César sont un demi-aveu. Cependant, il garde l'espoir. Étant venu au petit camp pour inspecter les ouvrages, il remarqua qu'une colline qui était dans les lignes ennemies était dégarnie de troupes. Il se décide à en tenter l'assaut afin d'avoir un sérieux point d'appui contre la forteresse.
Après s'être largement renseigné, il organise son coup de main avec une habile précision et lance son attaque au milieu de la nuit en pensant profiter de l'effet de surprise. De fait, certains Gaulois sont en grand danger d'être capturés, tel Teutomatos, le roi des Nitiobriges, qui est obligé de s'enfuir à demi nu sur son cheval blessé. Mais la bataille confuse qui s'engage ne tourne pas à l'avantage de César. Dans ses commentaires, il minimise le fait, prétendant même avoir atteint le but qu'il s'était fixé. Et il ordonne la retraite. En réalité, il a échoué et cet échec va être aggravé par l'attitude de ses soldats. En effet, ceux-ci, au lieu de se replier en ordre, vont continuer à combattre dans des conditions peu avantageuses, mais ils sont excités par la promesse du butin et ils ne veulent rien entendre des paroles de sagesse qui leur sont prodiguées. Le cas est rare dans l'histoire de l'armée romaine, mais il semble bien que César n'ait pas réussi, encore une fois, à canaliser l'énergie de ses légionnaires. D'ailleurs, dans la forteresse, si l'on se défend avec énergie, la situation n'apparaît pas très favorable pour les Gaulois. Ils ont l'impression que les Romains vont pénétrer à l'intérieur. Alors se place un épisode curieux. Les mères de famille jetaient du haut des murs des étoffes et de l'argent, et le sein découvert, penchées sur la muraille et tendant leurs mains ouvertes, elles suppliaient les Romains de les épargner, de ne pas massacrer comme ils avaient fait à Avaricum les femmes et même les enfants. L'attitude de ces femmes s'explique parfaitement par la terreur que leur inspirent les Romains et par les récits qu'elles ont entendus des massacres d'Avaricum. Mais on peut voir dans leur demi-nudité le souvenir d'un antique rituel de conjuration contre la fureur guerrière, tels ceux décrits dans la littérature épique de l'Irlande. Mais le geste des femmes de Gergovie n'est pas utile. La mêlée devient si confuse que les Romains finissent par lutter les uns contre les autres. C'est le repli. Leurs pertes ont été lourdes et leurs profits nuls. Au contraire, ils sont maintenant affaiblis et César, après avoir reproché à ses soldats leur emportement, fait le point de la situation. Il est de plus en plus isolé dans un pays rempli d'ennemis. Ses 4 autres légions, sous le commandement de Labienus, sont dans la région parisienne. On ne peut plus compter sur les Éduins. Le seul contact avec la province est la route difficile qui passe à travers les Cévennes, car la vallée du Rhône est peu sûre. Les Allobroges, agités par des émissaires de Vercingétorix, pouvant d'un moment à l'autre entrer en dissidence. C'est la défaite pour César. Gergovie a tenu bon. César se retire vers le nord avec de lourdes pertes, dans l'espoir de rejoindre Labienus. C'est donc la victoire des Gaulois et plus particulièrement des Arvernes. C'est un triomphe pour Vercingétorix, le seul qu'il connaîtra, mais il est réel et les Romains sont en très mauvaise posture. L'assemblée de Bibracte. César a donc fait retraite vers le nord. Il a repassé l'Allier et se sent plus à l'aise sur la rive droite. Mais rien ne va plus dans le pays éduin. Viridomar et Éporédorix, après avoir trahi l'Itavicos par jalousie, trahissent maintenant le proconsul par opportunisme. Les Éduins semblent se réconcilier sur le dos des Romains. Ils évacuent leur ville de Noviodunum, probablement Dieu, sur la Loire, la brûlent entièrement et vont se réfugier dans le vaste espace de Bibracte, leur capitale. César comprend qu'il ne peut demeurer dans le pays. Il passe chez les Sénons où il trouve du ravitaillement et se tient dans l'expectative. Quant à Labienus, il piétine. Il tente de s'emparer de Lutèce mais se heurte à la résistance d'une coalition de peuples dont le chef est Camulogène, un vieil aulerque d'une grande valeur militaire. Camulogène entraîne Labienus dans des marécages, l'actuel quartier du Marais, où les Romains subissent de lourdes pertes. Ça ne m'étonne pas. Labienus se replie à Metlosedum, Melun, s'empare d'embarcations et revient vers Lutèce par voie d'eau. Les habitants de Lutèce brûlent leur ville et s'enfuient sur les collines avoisinantes, et tandis que Labienus établit son camp à l'emplacement du Louvre actuel, Camulogène installe le sien de l'autre côté de la Seine, vers Saint-Germain-des-Prés.
La nouvelle de la défaite de César à Gergovie se répand un peu partout et déclenche des ralliements à Vercingétorix. Les Bellovaques s'agitent et recrutent des troupes. Labienus est sur le point d'être encerclé. Il n'a plus qu'une chose à faire, se replier et faire sa jonction avec César, mais ce n'est pas chose facile. À la faveur d'une nuit orageuse, il repasse la Seine et doit combattre l'armée de Camulogène qui lui barre le passage. Le choc est très rude. Les Gaulois se font exterminer plutôt que de lâcher le terrain. Camulogène est tué après avoir infligé des pertes sévères à l'ennemi. Les légions de Labienus, fort mal en point, parviennent à Agedincum, Sens, se regroupent et se dirigent en toute hâte à la rencontre de César. C'est alors que les Édouins, volant quelque peu au secours de la victoire, se décident officiellement à prendre position contre les Romains, mais avec des exigences intolérables pour les autres peuples. Ils veulent en effet être les chefs de la coalition, ce qui ne manque pas de provoquer des protestations de ceux qui ont suivi Vercingétorix dès le début. Ils agissent d'ailleurs tout aussi cavalièrement vis-à-vis du roi des Arvernes, ne voulant pas se déranger en mandant aux vainqueurs de Gergovie de se présenter chez eux pour discuter des modalités de leur ralliement. C'est ce qui prouve que depuis le départ, ils font les oiseaux, enfin, ils font des blagues en fait. En attendant, ils envoient des ambassades partout. Par leur autorité, par tout ce qu'ils ont d'influence, par l'argent, ils s'efforcent de gagner les cités. Comme ils détiennent les otages que César avait laissés chez eux, leur supplice sert à terrifier ceux qui hésitent. César. À force de remuer ciel et terre, et au fur et à mesure que leurs exigences s'accroissent, Vercingétorix accepte de se rendre chez eux. Mais il prend la précaution d'imposer une réunion générale de tous les peuples gaulois. Celle-ci, pour faire plaisir aux Éduins, se tiendra à Bibracte. On s'y rend en foule de toutes parts. La décision est laissée au suffrage populaire. Celui-ci, à l'unanimité, confirme Vercingétorix dans son commandement suprême. C'est évidemment un triomphe personnel pour Vercingétorix, qui se voit ainsi sur le point d'aboutir à la royauté sur la Gaule. Lui qui a été élu roi des Arvernes dans des conditions discutables, se voit maintenant accepté et confirmé comme chef tout-puissant par la quasi-totalité des peuples de la Celtique et de la Belgique. Car ils sont tous là, sauf les Rèmes, qui restent obstinément fidèles à César, et les Trévires, qui voudraient bien faire partie de la coalition, mais qui sont déjà fort occupés à maintenir leur indépendance face aux invasions des Germains. Les Éduins ont fait contre mauvaise fortune bon cœur, mais en fait, ils éprouvent un vif ressentiment à se voir déchus du premier rang. Ils déplorent le changement de leur fortune et regrettent les bontés de César, sans oser toutefois, les hostilités étant commencées, se tenir à part du plan commun. Époredorix et Viridomaros, qui nourrissaient les plus hautes ambitions, ne se subordonnent qu'à contre-cœur à l'autorité de Vercingétorix. Néanmoins, Vercingétorix est investi de pouvoir absolu. Il profite de l'unanimité qui s'est manifestée pour mettre les choses au point et dévoiler son plan d'action. Celui-ci commande aux autres cités de lui fournir des otages et fixe un jour pour leur remise. Il donne l'ordre que tous les cavaliers, au nombre de 15 000, se concentrent rapidement. Pour l'infanterie, il se contentera de ce qu'il avait jusque-là. Il ne veut pas tenter la fortune ni livrer de batailles rangées. Mais puisqu'il dispose d'une cavalerie nombreuse, rien n'est plus facile que d'empêcher les Romains de se procurer du blé et de faire du fourrage. Seulement, ils ne devront pas hésiter à rendre de leurs propres mains le blé inutilisable et à incendier leurs granges, tactique de destruction de leurs biens qui, ils le savent, leur assure pour toujours la souveraineté et la liberté. César. Leur commandant en chef a bien précisé la tactique qu'il veut imposer. Il sait que, politique de la terre brûlée, il sait que c'est celle qui sera la plus pénible à supporter, mais que c'est la seule chance de lui faire gagner la guerre. Ce qu'il veut, c'est obliger César à s'épuiser dans un désert. Il faut donc pratiquer ce qu'on a appelé depuis la politique de la terre brûlée.
Les uns et les autres renâclent, car la moisson s'annonce particulièrement abondante. Mais Vercingétorix est intraitable, il menace des pires châtiments ceux qui enfreindraient ses ordres. Ces mesures prises, il ordonne aux Éduins et aux Ségusiaves, qui sont à la frontière de la province, de mettre sur pied 10 000 fantassins. Il y joint 800 cavaliers. Il confie cette troupe au frère d'Éporédorix et lui commande d'attaquer les Allobroges. De l'autre côté, il lance les Gabales et les tribus arvernes de la frontière contre les Elviens et envoie les Rutènes et les Cadurques ravager le pays des Volsques à Récomis. Cela ne l'empêche pas de solliciter en secret les Allobroges par des courriers privés et des ambassades, car il espérait que les souvenirs de la dernière guerre n'étaient pas encore éteints dans leurs esprits. Au chef, il promet des sommes d'argent et à la nation que toute la province lui appartiendra. Ainsi donc, Vercingétorix veut porter lui aussi la guerre dans les pays que Rome occupe depuis fort longtemps. Cette volonté de ravager la province fait partie du plan d'ensemble que le grand roi des guerriers a tracé depuis qu'il a engagé les hostilités. Il faut couper César et ses légions de leur base de départ, empêcher à tout prix que le proconsul reçoive des secours de la province ou de l'Italie elle-même. Ce plan est audacieux et habile car il utilise au mieux les capacités et les ambitions des peuples concernés. En effet, les Arvernes et les Gabales ont besoin du pays des Elviens, c'est-à-dire du Vivarais, pour contrôler le commerce vers la Méditerranée. Les Rutènes du Rouergue et les Cadurques du Quercy ne pensent qu'à s'étendre vers les plaines de Nîmes et vers la Garonne. Quant aux Allobroges, il espère bien leur faire peur et les ranger tout de suite parmi ses alliés. Ils sont indispensables car ils contrôlent toute la moyenne vallée du Rhône et les Alpes, et de ce fait, ils peuvent verrouiller complètement la route qui mène vers l'Italie, enfermant César dans un étau d'où il ne pourra plus sortir. Le plan de Vercingétorix était non seulement audacieux, il était d'une rare intelligence. La preuve, c'est qu'il a failli réussir. Il ne s'en est fallu que d'un petit incident mineur qui a grippé le mécanisme astucieusement mis en place par Vercingétorix. Et encore une fois, cela a été la faute de la fougue des Gaulois. Là, c'est fini. Donc, dernier chapitre et ensuite conclusion, prochainement, très prochainement, je pense. Bah, toi, je pense que tu as mangé. T'as mangé un truc qu'il fallait pas. Je me trompe? Oui, c'est ça. Hein? Il n'y a pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça va mieux? Parce que t'as ton petit cœur qui bat très très vite. Moi, je pense qu'il a mangé de la litière. En fait. C'est dégueulasse, ça. C'est pas pour la litière. Non, c'est pas bon. Bon, bah voilà. Bah, l'autre, petit lapin. Bah oui, t'as un gros bidon. Va boire de l'eau, mon lapin. Hein? Bah oui, tu fais une drôle de tête. Hein. Tu fais une drôle de tête, mon lapin. Je vais vous mettre de l'eau. Mais j'ai même pas éteint la vidéo. Mais elle est bête, cette maman, des fois. Hein. Tiens. Bah oui, c'est quoi ce gros bidon, là? Vous avez mangé de la litière. Et les bébés? Ça se mange pas. On mange pas la litière. C'est dégueulasse. Ah, c'est les croquettes qu'on mange. Attends, je vais vérifier. Qu'est-ce qu'ils font, ces zozos là? Et ils mangent pas ça. Bon, c'était la mauvaise idée du jour. Putain, les pauvres. Je te dis pas, ils vont faire de ces... Ils ont des gros bidons, ils ont fait n'importe quoi. Bon, allez, à tout à l'heure.